Bonjour, aujourd'hui pas de bord de Loire en toile de fond, mais de jolies scènes fleuries et colorées. Je suis en Anjou, à Douai-la-Fontaine, et c'est LA cité de la rose en France. Dans la famille d'Ithière, on est dans les roses depuis 3 générations. Après Jean-Pierre, qui les préfère aux choux, c'est Floriane, sa bien nommée belle-fille, qui pourrait bien prendre le relais. Douai-la-Fontaine, c'est cette petite ville au sud d'Angers, au parfum de rose, connue dans le monde entier pour ses fleurs. Il y a 11 millions d'années, ici se trouvait encore la mer des Faluns. Elle recouvrait l'Ille-et-Vilaine, l'Anjou et la Touraine. Depuis, l'eau a laissé la place au célèbre bioparc, à quelques carrières de sable et à la rose. Depuis la fin du XVIIIe siècle, grâce au climat et à cette terre si fertile, la rose y est reine. C'est l'horticulteur Vibert qui va donner le coup d'envoi de la culture des rosiers dans la région lorsqu'il s'installe en Anjou en 1839. Bonjour. Vous allez bien Jean-Pierre? En plein boulot? Je suis en train de tailler les roses. Une poignée d'années plus tard, je retrouve un autre grand amateur de rosiers. Jean-Pierre d'Ithière est un piqué de la rose, il en cultive plus de 600 variétés. La famille d'Ithière est arrivée au rosier, je dirais un peu bizarrement. C'était des agriculteurs. Mon père et mon oncle se sont tournés vers la production de rosiers suite à la demande, puisque c'était l'engouement il y a à peu près une quarantaine d'années. Après, moi j'ai commencé à travailler aussi dans la pépinière, principalement sur le rosier en conteneur, le rosier fleuri, et de plus en plus maintenant vers la variété de collection, la variété ancienne, la variété liane, la variété grimpante, tout un choix de 700 variétés, principalement vendues aux particuliers. Alors j'ai fait mes études horticoles, bien sûr. Après je suis parti un petit peu partout en France, travailler, apprendre mon métier. J'ai fini, je dirais, par faire une thèse sur le rosier, justement, mais différent. C'est-à-dire, mon père vendait du rosier racine nue, traditionnel et conditionné. Et il y a une trentaine d'années, je voulais, moi, essayer de proposer autre chose. Mon idée, c'était de pouvoir commercialiser du rosier toute l'année. Pas facile, lorsqu'on fait du rosier racine nue de la pochette, c'est vendu 2 mois de l'année, ce qui était fait il y a 40 ans. Je n'ai pas repris l'entreprise de mon père, j'ai créé ma propre entreprise. Et maintenant, je dirais, j'ai la chance d'avoir mon fils qui, lui, veut nous succéder. Donc c'est aussi, c'est un peu de bonheur quand même, parce que lorsqu'on crée quelque chose et il y a du descendant, c'est quand même intéressant. Combien de temps faut-il pour qu'un jardin s'exprime et un rosier s'exprime vraiment? Un rosier, c'est un minimum 3 ans. Un jardin qui donne vraiment de la réalité, c'est une dizaine d'années. Mais au bout de 10 ans, on a envie encore de le changer. On a envie de modifier son jardin, parce que nous aussi, en 10 ans, on a changé. La plante a pris plus de place qu'on ne pensait. Un arbre a dit, ah bah oui, enfin celui-là, l'association n'est pas bonne. Donc on change, c'est ça aussi le jardin. C'est ça ce qui est le plus intéressant. Il ne faut pas que ça soit figé. Un jardin ne doit pas être figé. Nous, on ne traite pas chimiquement. Nous, on traite de façon naturelle. Donc je traite qu'avec des plantes, des orties, des prêles, des consoudes, de la fougère. On associe différentes plantes. Et puis voilà, je dirais, on apporte quand même un minimum, mais on ne traite pas chimiquement sur nos végétaux. Donc il faut un minimum, mais il ne faut pas se dire non plus qu'un produit naturel va être le palliatif à tout. C'est-à-dire qu'il faut en être conscient. Si un jour il y a un gros pépin dans un jardin ou une grosse maladie qu'on ne peut pas traiter autrement, s'il faut prendre, je dirais, c'est comme l'être humain, eh bien s'il faut se prendre des médicaments à un moment donné, il faudra en prendre. Voilà. Moi, je ne suis pas non plus en se disant absolument, je ne prendrai jamais de médicaments. Non, 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 même pour mon jardin. Faut pas, ça, il faut en être conscient. Mais c'est gentil. Et hop, une bisette pour un rosier. À 2 pas d'ici, on trouve la distillerie Terre de Rose. Pour faire 2 à 4 000 litres d'eau de rose par saison, il faut d'abord se lever de bonne heure, puisque c'est avant la rosée du matin qu'il faut cueillir les divins pétales.
rien n'a changé dans les champs depuis plus de 1000 ans. Il faut toujours choisir des fleurs ni trop fermées, ni trop matures. D'un geste sec, en arracher les pétales et surtout, le faire rapidement. C'est un moment de plaisir puisqu'on vient tôt le matin déjà, donc il fait bon, ça sent bon parce que c'est pour ça qu'on cueille tôt le matin, c'est que les essences aromatiques de la fleur sont très volatiles. Il faut absolument qu'on les cueille avant que le soleil se lève. Ce champ, en fait, est une nurserie où les rosiers fleurissent pour la première fois. En prélever les fleurs soulage ces jeunes plantes et favorise ainsi leur croissance. Quand il y a 20 ans, Claude Métivier a proposé aux rosieristes de Douai de les débarrasser de ces roses un peu trop gourmandes, ceux-ci ont tout de suite accepté. Claude Métivier, ancien professeur de biologie et de chimie, c'est lui qui a eu l'idée de valoriser ces pétales, matière première de l'eau de rose. À l'origine, sa petite entreprise était installée dans un site Troglo qu'il avait entièrement aménagé avec ses enfants. Il faut remonter en 93 quand on a descendu l'alambic ici parce qu'on est déjà encavé là. C'est un alambic qui m'a... effectivement, il y avait une certaine complicité entre nous, c'est normal. Sans cet outil, je ne pouvais pas faire la précieuse eau de rose. Le problème, c'est que quand on s'occupe d'un engin comme ça, là, il faut que le feu, quand il y a du feu, il faut que ça soit le plus linéaire possible. Ça veut dire qu'il faut en permanence être là pour gérer. Les choses étant, maintenant, il y a nos fameuses normes qu'il faut respecter. Donc aujourd'hui, on l'a abandonné. L'inox a donc remplacé le cuivre, l'électricité, le bois, et les mesures, les analyses, l'intuition du distillateur. Chaque été, ce sont près de 10 tonnes de pétales qui finissent dans cette cuve. On distille entre 100 et 300 kg de pétales. Alors, au niveau de la récupération, on récupère 40% du poids des pétales en eau florale, en eau de rose. Donc, si on va mettre 100 kg, on va récupérer 40 litres d'eau de rose. En fait. Il ne faut pas que la vapeur brûle les essences aromatiques, si vous voulez. Il faut que ça les transporte, en fait, uniquement. Il ne faut pas que ça brûle le pétale. Environ 1h30 plus tard, l'eau de rose s'écoule. Après analyse, il n'y a plus qu'à l'embouteiller. Quant aux pétales, comme ici, rien ne se perd, ils seront mélangés au compost pour nourrir les roses du jardin. Jean-Pierre n'est pas seulement producteur, il est aussi créateur de roses. Ils sont une petite dizaine seulement en France à se livrer comme lui à cet exercice délicat. Forcément, j'y coupe pas. Petite leçon de science très naturelle. Ah, pas mal. Alors, la création variétale, il faut donc avoir une fleur mâle et une fleur femelle. La même rose a ces deux propriétés. La fleur mâle, c'est-à-dire qu'on va prendre le pollen des étamines qu'on va mettre sur le pistil de la fleur femelle. Pour ça, eh bien, d'abord on choisit la rose mâle. On va déshabiller la fleur, c'est-à-dire qu'on va enlever les pétales. Ici. Et après, Voilà. on fait une pluie de roses. Exactement. On va enlever les étamines. Ici, avec toutes les étamines. Donc, bien entendu, on fait ce travail-là le matin, de bonne heure, quand la fleur n'est pas trop ouverte, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit déjà pollinisée. Et on va laisser ça pendant à peu près 24 heures, le temps justement que le pollen, parce que les étamines s'ouvrent pour que le pollen se dégage. Au bout de 24 heures, on va reprendre cette petite boîte ici. On va repositionner sur une autre rose qui va être la rose femelle. Là, ici, les pétales. On enlève les étamines de la variété. Ah oui, on les jette. Ici. Ah oui, on les jette, puisque maintenant ce qui nous intéresse, c'est le pistil. Ah, vous faites ça au pinceau. Avec le pinceau. Ah, vous êtes un artiste. Et on va prendre, là normalement, vous voyez, il faut qu'il soit ouvert. Hein. On va reprendre avec le pinceau et on va badigeonner ici, dessus. Ici, voilà. Et on va l'ensacher. Comme ça, on met un petit lien. Et surtout, ce que l'on n'oublie pas, c'est de prendre l'étiquette.
pour mettre le nom du père, de la mère et le jour où on l'a fait. Et à l'automne, il va y avoir, donc s'il y a fécondation, il va y avoir un fruit, le cynorhodon. Ce cynorhodon, il y aura de la graine dedans, et ces graines-là, on va les mettre dans le frigo pendant un petit peu pour simplement les préparer pour qu'elles s'ouvrent, et après on va les semer. C'est 7 ans, entre 7 ans et 10 ans de travail pour créer une nouvelle variété. Et pourquoi est-ce aussi long? Parce que justement, la variété, c'est ce qu'on appelle la stabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un premier semis, on va avoir, s'il y a 30 graines justement dans l'ovaire, on va avoir 30 enfants différents. Dans ces 30 enfants, il va peut-être y en avoir 1 ou 2 qui vont être intéressants. Et donc à partir de ces quelques enfants, on va les sélectionner, on va les élever pendant plusieurs années pour voir si elle ne redevient pas père, si elle ne redevient pas mère, si elle ne change pas par rapport à ce que l'on avait au départ. Et après, c'est la stabilité pour voir si la variété est intéressante au niveau du parfum, si elle est intéressante sur la rusticité, si contre les maladies. Donc on va tester tout ça. Petite bichette, à faire des beaux bébés? Hein? Oui, bon, toujours. Oui. Oui. On ne fait que des beaux. Ça, c'est la dernière née de Jean-Pierre, une rose qui mélange différentes couleurs et dont il n'est pas peu fier. Allez, je vous emmène au Rosier-sur-Loire. Comme par un heureux hasard, c'est là que les époux Joubert, collectionneurs invétérés, ont consacré une partie de leur vie au rosier botanique. Un véritable trésor national. Qu'est-ce que j'ai foutu dans la casquette? Quoi? Ah, c'est pas la mienne qui est sur la chaise là? Oui, mais la casquette, tu vas pas la poser, c'est ta casquette. Depuis un demi-siècle, Thérèse et Raymond Loubert veillent sur un incroyable trésor. 5000 variétés de Pas rosiers. tout à fait, mais non, on parle que des botaniques là. Alors les botaniques pures, il y en a environ 150, puis il y a tous leurs hybrides. Alors il y a quand même 4 ans complets de rosiers botaniques qui sont assez agréables, assez beaux. Il y en a de très beaux. Et puis il y en a d'autres qui sont emmerdants comme tout parce qu'ils ne sont pas faciles à tailler. C'est tout le temps une perpétuelle recherche. Voilà pourquoi c'est intéressant. Parce qu'on ne s'arrête jamais. C'est prenant. Une fois que vous êtes dans cet engrenage, vous avez toujours envie de continuer. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est passionnant. Ah, c'est un peu la jungle chez nous. Quand on parle botanique, les gens ils croient que c'est une églantine. Mais regardez la différence de couleur de fleurs, de forme de fleurs, des aiguillons qui sont vraiment très différents. D'autres sont très méchants en épines, d'autres très doux. C'est extraordinaire. Là, il y a quand même à préserver, c'est ça qui nous a surtout intéressés, c'est la préservation la conservation de ces variétés, la difficulté d'adaptation dans notre milieu. Elles sont parfois très gélives ici. Les gigantéas, par exemple, il y a 2 ans, par le gel de février, on les a tous perdus. Donc il faut qu'on les réintroduise. C'est un travail incessant. La pérennité d'un tel trésor passe donc par la tenue d'une pépinière. Aujourd'hui, c'est Jérôme Chénet qui en est le responsable. À lui de greffer, d'entretenir ces rosiers et de les vendre parfois très loin, jusque dans des roseraies chinoises à l'échelle du pays. Alors, ce sont des roseraies qui sont destinées à être louées pour des grandes occasions et les mariages notamment. Donc, dans la région, on a envoyé nos rosiers, il y a à peu près 100 000 mariages chaque année. Nous avons expédié 7500 rosiers là-bas, il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et il est important de ne pas conserver une collection pour soi-même. Il faut impérativement la partager. Ce sont des choses, c'est du patrimoine. Donc en cas de problème, nous on peut avoir des dégâts climatologiques par exemple. Bon, on sait que nos amis chinois pourront nous fournir des rameaux nécessaires à la conservation d'une variété. La rose des apothicaires, ramenée par Thibaut IV de Champagne, première croisade.
Ça, c'est un rosier historique. Quelle beauté et quel parfum. C'est naturel, c'est sans façon, c'est poétique, il y a le parfum, il y a la rusticité. C'est plus une vie, ça. J'ai rendez-vous au chemin de la rose avec Floriane. En épousant le fils, cette future maman a un peu épousé la passion familiale. Elle n'a pas hésité à mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à ce parc botanique de 4 hectares entièrement dévoué à la rose. Alors en fait, moi je suis mariée avec Guillaume depuis plus de 10 ans. Dès qu'on s'est rencontrés, j'ai toujours participé aux fêtes des plantes les week-ends sur la période de printemps. Donc j'allais vendre du rosier, au départ sans connaître vraiment ce que c'était, comme tout le monde a admiré. Et puis au fur et à mesure, avec les conseils de Jean-Pierre Dithière, de mon mari aussi qui s'est spécialisé un peu plus, voilà, j'ai découvert la rose. Voilà, on ne peut pas dire que je sois complètement calée sur la rose, mais en tout cas je peux répondre à un certain nombre de questions. Les questions aussi que les gens se posent pour chez eux, voilà, c'est principalement de demandes sur la taille, sur l'entretien du rosier qui sont formulées ici. Donc là, c'est vraiment un conservatoire. Vous avez à peu près 1500 variétés de roses représentées. Ça représente entre 10 000 et 13 000 rosiers. Et donc, vous avez de la rose botanique, de la rose ancienne, rose moderne, des rosiers anglais. Voilà. Et c'est vraiment un jardin qui reste un peu à l'état naturel, pour ainsi dire sauvage. Voilà, donc on n'est pas sur un jardin à la française où tout est carré, on est plutôt sur quelque chose que les visiteurs peuvent retrouver également chez eux. C'est bien, on a une petite leçon en marchant aussi. Il y a des petites scénettes avec des endroits où on peut se poser. Là, on est sous une tonnelle. Voilà, c'est un parc qui fait 4 hectares et demi, donc la visite peut durer à peu près 1 heure. Et donc, voilà, les visiteurs peuvent se mettre sur la grande tonnelle. Il y a une autre petite tonnelle qui est très agréable aussi. Et des bancs qui sont répartis dans tout le parc. Donc on peut vraiment flâner, prendre son temps, tout en découvrant la rose, mais aussi en apprenant sur l'histoire de la rose, notamment avec les panneaux explicatifs qu'il y a dans le parc. Vu qu'on est sur un parc vraiment naturel, en plus on n'utilise aucun traitement chimique, donc les animaux sont libres. Et il y a environ une quinzaine d'espèces d'oiseaux qui a été répertoriées ici. Vous avez des étangs, donc avec des canards, des colverts, et les paons. On a 3 paons en liberté qui se promènent et qui font le spectacle aux visiteurs quand ils ont envie. Les roses, il y a ceux qui les cultivent, ceux qui les collectionnent, ceux qui les savourent et ceux plus rares qui les peignent. Florence Dercieux est une aquarelliste botaniste. Elle peint des fleurs, mais surtout des roses. Peindre des fleurs et des plantes en général, c'est, je pense, un atavisme familial, puisque mon père lui-même sort de l'école d'horticulture de Versailles. J'avais une grand-mère qui était passionnée par les fleurs et qui était toujours dans son jardin. Et maman aussi a pris la suite, elle a un très beau jardin et je pense que j'avais un œil déjà un peu éduqué pour pouvoir apprécier l'aquarelle des fleurs. Là, tu ne bouges plus, tu es belle. Alors, je ne fais jamais au crayon. Je commence toujours par faire, par dessiner avec de l'ocre jaune. Là, je suis en train de tout placer pour avoir des points de repère. Je la construis aussi par rapport au sombre et au clair. Enfin, c'est vraiment la chose la plus importante parce que comme elle est très claire, les fleurs blanches, c'est qu'avec la lumière qu'on travaille.
C'est une course contre le temps, oui, parce que la fleur s'ouvre, elle est vivante. Comme je dis, c'est un peu un contrat entre nous deux. Bon, on est toutes les deux sages, on est toutes les deux appliquées. Elle à faire son travail de s'ouvrir et moi à peindre. Et puis bon, il y a aussi une certaine sensualité, je pense. On peut pas nier ça avec le pinceau, les poils du pinceau, l'eau qui coule. Je travaille toujours d'après nature, jamais d'après photo. Parce que, imaginez cette fleur, si vous faites un zoom sur cette fleur, eh bien, on ne peut absolument pas savoir quelle taille elle a réelle. Pour celui qui va lire le résultat sur ma feuille de papier, il faut absolument qu'il ait la taille réelle de la fleur, la taille réelle des feuilles, le port de la tige, etc. C'est une relation très forte et on a l'impression, en tant que peintre, de lui retirer un petit peu quelque chose. Oui, c'est très personnel comme réflexion, mais on lui arrache quelque chose, parce que déjà là, maintenant, quelques heures après, elle n'est plus la même que ce qu'elle était quand elle était dans toute sa beauté, il y a quelques heures. Donc on lui a arraché quand même quelque chose, pour le restituer et le garder, et le posséder. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu de hasard et un petit peu de rêve dans une peinture botanique. Et peut-être c'est éphémère, et je me dis, voilà, encore une année. Après, il faut attendre toute une année avant qu'elle revienne. Peindre, planter, cueillir, tout ça c'est bien joli. Mais la chose la plus délicate avec les roses, c'est quand même la taille. Au chemin de la rose, c'est l'affaire de Jérôme. Donc là, sur une fleur fanée comme ça, pour favoriser la refloraison, la deuxième floraison, il ne faut pas hésiter à tailler 2 à 3 feuilles en dessous et de retailler toutes les fleurs fanées. D'accord. Voilà, ça c'est la taille qui s'effectue en ce moment. Et sinon après on a la taille de printemps, c'est la plus importante. C'est la plus sévère aussi. Il ne faut pas hésiter à les rabattre, à les redescendre genre, assez court. En février-mars, c'est ça à peu près? Février-mars, ouais. Là, celui-ci, vous le tailleriez où? Là sur celui-là, je retaillerai facilement là. Ah oui? Facilement. Et après, si on veut, comme là, c'est des rosiers qui sont assez vieux, si on veut le régénérer, le reformer, il ne faut pas hésiter à les tailler même encore beaucoup plus courts, voire à 25-30 cm du sol. Mais après, ça nous fait des belles branches comme ça de l'année, qui vont pouvoir, là, on va pouvoir retailler plus court au printemps. Et là, on va repartir sur des bois plus jeunes et lui refaire une petite santé, quoi. Oui, là, déjà, elle est repartie. On voit que c'est une petite jeunette qui a pris la place d'une vieille, quoi. Voilà. Ah bah oui, non, mais ça, au jardin, c'est comme dans la vie. Hein. Ah, je vous jure. Si on se projette un peu, quelles sont vos envies, vos ambitions pour ce parc, hein? On a des idées sur autant les animations, essayer de proposer des nocturnes, voilà, avec des choses qu'on a pu voir dans d'autres jardins, notamment à Montréal, avec une scénographie avec des lanternes. Voilà, c'est des choses qu'on aimerait proposer dans les années futures. Et puis tout un espace aussi sur les arbres fruitiers. C'est vrai que la rose, c'est très joli, mais la période de floraison est assez éphémère aussi. Donc partir sur d'autres végétaux et pouvoir montrer au public aussi ces végétaux-là. L'eau de rose, je connais, mais les pétales de rose à grignoter, ça, j'avais encore jamais fait. Floriane s'en est chargée. Vous d'abord. Ouais. Bon, d'accord. Ah si, après c'est la texture qui surprend un petit peu, mais on retrouve quand même... C'est un peu amer, un petit peu. Non, enfin... Je peux goûter? Le voilà. C'est l'odeur de la rose qui vous a attiré? Ah oui, bah, avec des belles fleurs comme ça, il n'y a pas de problème. Donc Floriane nous a fait goûter des pétales, je pense que c'était une lubie. Et en fait, non, ça se mange. Hein. Ah oui, enfin, les fleurs en général, on peut tout manger. Hein. Bon, faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Premièrement, qu'elles ne soient pas traitées. Ça soit vraiment 100% naturel. Bien sûr. Mais autrement, et puis après, bon, on aime ou on n'aime pas, parce que la texture est différente. Hein. Mais il n'y a aucun problème, on peut manger les pétales.
Merci en tout cas de nous avoir ouvert un peu les portes du paradis de la rose, parce que c'est un peu ce que c'est, Oui, Douai c'est la vrai. Fontaine. On a été reçus merveilleusement. L'idéal, c'est de venir se faire un petit tour ici, Bien sûr, oui. entre mai et... Mai et septembre, jusqu'à fin septembre, on est ouvert. On note dans son petit agenda et puis l'année prochaine, on vient faire un tour à Douai la Fontaine et vous serez bien accueillis par mes hôtes. Vous verrez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.